Donc moi je suis Blanche Julien, je suis infirmière coordinatrice au réseau et je vais vous présenter l'une de nos missions donc, au réseau LCD que sont les programmes d'éducation thérapeutique du patient. Alors pour commencer, je vous ai juste rappelé rapidement ce qu'était l'éducation thérapeutique. Donc c'est défini par l'OMS dans un rapport de 96. Donc je vais vous laisser lire la définition parce que je ne suis pas fan de la lecture des PowerPoint. Donc voilà, l'éducation thérapeutique, c'est une démarche qui vise principalement à faire acquérir aux patients deux types de compétences, que sont les compétences d'auto-soin et les compétences d'adaptation. C'est forcément intégré dans ce qu'on a vu tout au long de la journée, à savoir le modèle biopsychosocial. Donc c'est l'une de nos missions, comme l'a rappelé Evelyne ce matin, quand les patients sont inclus dans le réseau, on va les orienter vers différents types de parcours. Et les parcours d'éducation thérapeutique sont une des formes d'orientation des parcours qu'on propose au sein du réseau. Alors là, j'ai essayé de vous montrer ce à quoi ressemblaient les parcours d'éducation thérapeutique, et en tout cas la démarche pendant l'inclusion du patient. Donc, comme on l'a rappelé ce matin, la durée d'inclusion dans le réseau, elle est limitée. Elle correspond à 1 an et 3 mois. C'est une durée qui est une durée, si vraiment on ressent la nécessité de poursuivre le parcours, on peut réinclure le patient. C'est-à-dire que si on sent que le patient n'a pas acquis toutes les compétences qu'on avait co-décidées au départ de son parcours, on fera une deuxième inclusion ou une troisième inclusion si ça le nécessite. Ce n'est pas l'objectif premier. Normalement, on essaye vraiment de conserver une durée d'inclusion d'1 an et 3 mois. Mais voilà, on peut décider d'une deuxième inclusion. Ce que je vais vous présenter, c'est le parcours d'éducation thérapeutique d'un patient qui est inclus par le biais de la médecine de ville. Donc c'est différent des parcours des patients qui sont inclus par les centres d'évaluation et de traitement de la douleur des hôpitaux. Donc c'est des patients qui du coup bénéficient d'une CEO. Donc la CEO, c'est la consultation d'évaluation et d'orientation. Donc dans un premier temps, comme dans toute démarche d'éducation thérapeutique, le patient va bénéficier de ce qu'on appelle un diagnostic éducatif. Au sein du réseau, on a décidé que ce diagnostic éducatif se fasse en 2 étapes. Donc la première étape a lieu pendant la CEO. Donc la particularité des CEO au réseau, c'est qu'elles sont faites en binôme, un médecin et une coordinatrice. Donc pendant la CEO, on va faire une première partie du diagnostic éducatif. Donc c'est pendant cette CEO qu'on va définir les priorités du patient et qu'on va lui proposer un parcours. La deuxième étape, on l'a fait à distance de la CO. Donc la coordinatrice va reprendre contact avec le patient. Donc souvent, à distance de cette consultation, le patient aura déjà réfléchi au parcours qu'on lui aura proposé. Parfois, il va conserver ses priorités, il va conserver ce dont on avait discuté. Parfois, il aura changé d'avis. Et il va dire, non, par exemple, moi, l'apprentissage de la relaxation, je ne suis pas sûre que ça m'intéresse ou que ça corresponde à ce que j'ai envie de faire et que ça corresponde à ce que j'ai envie d'apprendre. Et donc là, on va rediscuter des choix qu'il avait émis pendant la consultation. Donc c'est à ce moment-là, c'est vraiment lors de la deuxième partie qu'on va vraiment construire le parcours. Et qu'on va lui proposer du coup des ateliers qui soient individuels ou des ateliers de groupe. Sachant que là encore, ce n'est pas définitif. On va construire un parcours, mais tout au long de l'inclusion, on va pouvoir co-construire le parcours avec le patient. Donc le parcours, en fait, il va réévaluer tout au long de l'inclusion du patient. Donc soit en fonction des auto-évaluations du patient que je vais vous montrer dans la slide suivante, soit en fonction des retours des professionnels de santé qui animent les ateliers, et soit en fonction des suivis téléphoniques qu'on fait. Donc Clémence et moi, on appelle régulièrement les patients. Donc soit en fonction des suivis téléphoniques et du coup de l'évolution du patient. Donc de l'évolution par rapport à l'acquisition des compétences qu'on a établies avec lui en début de parcours, ou en fonction de certains événements de vie ou de certains événements de santé. Ça peut être un patient qui, par exemple, va être hospitalisé, ou ça va être un patient qui va avoir, par exemple, un deuil. Et dans ce cas-là, forcément, on va devoir réétablir d'autres priorités et son parcours va changer. À la fin du parcours, donc ça fait partie, c'est formalisé en fait par les recommandations de l'HAS. On va envoyer un programme personnalisé de soins sous la forme d'un courrier postal qu'on va envoyer aux professionnels de santé qui inclut le patient dans le réseau. Donc là, ça va dépendre. Si par exemple le professionnel de santé, c'était par exemple un rhumatologue, on va envoyer le courrier au rhumatologue, mais également au médecin généraliste du patient.
Parce qu'à chaque fois, le patient, en fait, on prend en compte en fait, tous les professionnels de santé qui interviennent tout autour de lui. Donc on va envoyer du coup ce courrier à tous les professionnels de santé qui sont inclus dans sa prise en charge. Là, je vous ai mis en modèle les auto-évaluations qu'on fait remplir aux patients. Donc là, par exemple, c'est les auto-évaluations qui concernent l'un de nos ateliers de groupe qui s'appelle Mécanisme de la douleur chronique, mais je vais vous en parler plus tard. Mais c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc en fait, il y a 2 formes d'auto-évaluation. Donc il y en a une qu'on fait remplir avant l'atelier et une qu'on fait remplir après l'atelier. La particularité de cet atelier, c'est que c'est un atelier unique, il dure 1h30, alors qu'il y a certains ateliers qui comprennent par exemple 6 séances. Donc lui, par exemple, le patient le remplit 1 heure après la première séance, enfin après l'unique séance, du coup il remplit le 2e questionnaire. Donc comme c'est des auto-évaluations, de toute façon elles sont remplies par le patient, avant et après chaque atelier, donc par voie numérique ou par voie papier. Alors, toutes nos auto-évaluations, elles sont envoyées aux patients par voie numérique, mais évidemment on prend en compte le fait que les patients n'ont pas tous accès à une voie numérique, et dans ce cas-là on les envoie par voie papier. Une fois que les patients ont rempli les auto-évaluations, nous, on les récupère avec Clémence et on les analyse. Alors en fait, ces auto-évaluations, elles nous servent à recueillir plusieurs éléments. D'une part, elles nous servent à évaluer l'acquisition des compétences du patient. Et d'autre part, elles nous servent aussi à évaluer la satisfaction par rapport aux ateliers qu'on a mis en place. Certaines auto-évaluations, elles nous servent notamment à évaluer l'efficacité de certaines, par exemple là, l'efficacité de ce qu'on va mettre en place au sein de nos ateliers et pas que des compétences acquises par un patient. Alors là, je vous ai juste rappelé les grands principes de l'éducation thérapeutique au sein du réseau LCD. Cette slide, je l'ai co-construit avec le docteur Véronique Blanchet qui n'est pas présente avec nous actuellement. Donc ça, on en a parlé aujourd'hui. C'est important de choisir le bon moment. C'est-à-dire que certains patients, on va leur proposer un programme d'éducation thérapeutique et on va avoir l'impression qu'ils n'y adhèrent pas forcément. Donc par exemple, ils ne vont pas donner suite. Ils vont nous dire on va établir un diagnostic éducatif, on va les rappeler après à distance et ils vont nous dire oui, d'accord, et en fait, ils ne vont pas se présenter à l'atelier. Et puis ils vont nous dire qu'ils ont eu un contretemps, que par exemple ils ont eu un rendez-vous, qu'ils ont eu un enfant malade et qu'ils n'ont pas pu se connecter. Et donc on va leur reproposer un 2e atelier. Et puis pareil, on va avoir une autre raison pour laquelle ils n'ont pas pu venir. Et en fait, on va se rendre compte qu'après c'est des patients qui ne vont pas forcément nous recontacter, on va essayer de les rappeler, ils ne vont pas nous répondre. Et puis quelques mois plus tard, ils vont revenir vers nous et à ce moment-là, ils seront motivés. Et en fait, ils vont avoir envie de participer au programme d'éducation thérapeutique et on pourra mettre tous nos ateliers en place. C'était juste que c'était pas le bon moment pour eux. Donc en fait, nous, on part du principe qu'on laisse toujours la porte ouverte aux patients. C'est-à-dire qu'on va leur proposer, nous souvent, on essaye de leur proposer 2 ou 3 fois. Par exemple, le premier atelier qu'on propose, c'est le mécanisme de la douleur chronique. Et on leur propose 2 ou 3 fois. On leur propose une fois, ils vont nous dire qu'ils n'ont pas pu, on va leur proposer une 2e fois, une 3e fois. Puis au bout de leur 3e fois, on essaye de ne pas être trop insistant auprès d'eux, c'est que c'est pas le bon moment. Et après, quand ils sont disponibles, on leur laisse la porte ouverte et ils reviennent. Et là, voilà. Il n'y a pas de jugement, ils n'étaient pas disponibles à ce moment-là. Et ils reviennent et on repropose. Et à ce moment-là, on refait un diagnostic éducatif et on repropose un programme d'éducation thérapeutique. Ensuite, on essaye au maximum de faire en sorte que le patient comprenne les stratégies qu'on lui propose pour y adhérer. Et comme ça permet qu'il conserve sa motivation tout au long du programme. Ça, c'est important que le patient comprenne les mécanismes de la douleur chronique et comprenne également sa pathologie. Quand tout à l'heure, par exemple, on a parlé de ce qu'était la fibromyalgie, c'est vraiment important que lors de la consultation et lors de cet atelier, notamment les mécanismes de la douleur chronique, le patient comprenne ce qu'est la fibromyalgie. Donc c'est pour ça que, par exemple, l'atelier mécanisme de la douleur chronique, c'est un atelier qui vraiment est à cheval, en fait, entre de l'informatif et de l'éducation thérapeutique, dans le sens où l'éducation thérapeutique, normalement, on prend en compte les besoins du patient et il nous dit moi j'ai envie d'acquérir cette compétence et on lui dit ok, on va vous proposer cet atelier, est-ce que ça correspond ou pas à vos besoins? Mécanisme de la douleur chronique, ça rentre pas vraiment là-dedans parce qu'en fait on lui dit il faut faire cet atelier. Et en fait il n'a pas vraiment le choix de le faire ou pas parce qu'en fait
c'est vraiment de l'informatif, mécanisme de la douleur chronique, où en fait on lui dit il faut connaître la physiopathologie de la douleur et on va vous expliquer en fait ce qu'on va vous proposer par la suite, et c'est quand vous comprendrez ce qu'on va vous proposer que là vous pourrez choisir si ça va être ou pas intéressant dans votre prise en charge. Bon, ça c'est un principe de l'éducation thérapeutique, c'est le fait d'être acteur dans son parcours. Donc c'est pour ça qu'on fait un bilan éducatif partagé et qu'on co-construit avec lui le parcours d'éducation thérapeutique. Le fait de se sentir en sécurité, ça c'est parce qu'il y a une expertise clinique, et le fait que les patients puissent nous joindre, donc on est quand même assez disponible par téléphone ou par mail. Nous on a une ligne téléphonique directe, ils peuvent nous joindre les coordinatrices tous les jours de 9h à 17h, donc c'est quand même une sécurité pour eux. Avoir le sentiment d'être écouté, entendu, ça c'est quelque chose qui revient souvent chez nos patients, d'avoir le sentiment qu'on les comprend et qu'on reconnaît leur douleur et qu'ils voilà, ils ont l'impression qu'ils sont entendus. C'est aussi quelque chose, ils apprécient vraiment en termes de coordination qu'on fasse du lien entre leurs professionnels de santé. Et donc voilà, c'est la coordination entre les différents intervenants. Donc là, je vais vous présenter du coup les différents ateliers qu'on met en place. Pardon. Donc je vais juste vous présenter les ateliers de groupe, parce que les ateliers individuels, il y en a certains qui sont similaires aux ateliers de groupe. Donc mécanisme de la douleur chronique, c'est le premier atelier, donc c'est la séquence pédagogique initiale. Donc c'est ce que je vous ai dit, en fait, c'est un prérequis nécessaire pour commencer les parcours. J'ai choisi juste dans cette présentation d'être assez pratico-pratique. C'est juste parce que c'est pour que vous compreniez à peu près ce qu'on propose aux patients. Donc c'est un atelier qui est animé par à chaque fois un médecin du réseau et une coordinatrice. C'est une séance d'1h30. On le propose soit en distanciel, soit en présentiel. C'est à peu près une fois par mois. En fait, on fait en fonction des besoins du patient. Quand on trouve qu'il y a pas mal de patients qui ont été inclus et qu'il y a besoin de créer un mécanisme de la douleur chronique, on en met en place. Les objectifs, ils sont doubles. C'est connaître les mécanismes physiologiques de la douleur et connaître les facteurs de chronicisation de la douleur. Donc c'est un atelier de groupe, c'est un atelier qui est interactif, mais on leur précise bien que c'est pas un groupe de parole. Et c'est un atelier où on leur demande pas forcément si eux, ils en ressentent pas le besoin de parler d'eux. Ils peuvent notamment, par exemple, éteindre la caméra s'ils n'ont pas envie d'être vus, parce que certains patients, c'est pas vraiment leur demande. Ensuite, on a apprentissage de la relaxation. Donc ça, c'est un atelier qui consiste à apprendre les techniques de relaxation. Donc c'est un atelier qui est animé par une psychologue clinicienne qui s'appelle Mathilde Gazard. Alors, c'est pas des ateliers qui sont... En fait, là, je vais vous donner le nom de la personne qui anime actuellement l'atelier. Mais ça ne veut pas dire que c'est un atelier qui est spécifique à cette personne. C'est juste que pour l'instant, c'est des ateliers. Là, les ateliers, par exemple, je vais vous expliquer où ils sont faits quand ils sont faits en présentiel. C'est vrai qu'ils sont vraiment situés pour l'instant dans Paris, la plupart. Mais nous, on a vraiment une volonté de les disperser dans le territoire. Donc si, par exemple, certains d'entre vous sont intéressés pour monter ces ateliers de groupe dans des départements d'Île-de-France, ils ne sont pas spécifiques aux personnes qui animent ces ateliers. Donc c'est un atelier du coup qui comprend 6 séances de 2 heures et c'est une fois par semaine. Au départ, c'était un atelier qui comprenait 6 séances d'1h30, donc il peut être également monté comme ça. Mais l'animatrice a trouvé que c'était intéressant de faire 6 séances de 2 heures. Donc lui, c'était juste pour vous donner un ordre d'idée en termes de fréquence. Pour l'instant, on a 3 ateliers qui sont programmés en 2021-2022. On a essayé d'en mettre un en présentiel cette année parce que l'année dernière, on n'avait pu faire qu'en distanciel et qu'on pense que c'est important de mettre du présentiel. Et là, par exemple, celui qui sera en présentiel sera en intramuros dans le 19e. Depuis l'été 2021, on s'est rendu compte qu'en fait, les patients qui faisaient des groupes, ils avaient besoin quand même de séances de rappel. Parce que comme, en fait, c'est vraiment un apprentissage de techniques de relaxation, le fait de pratiquer tout seul à la maison, parfois, c'était assez difficile pour eux et qu'ils avaient besoin, en fait, qu'on leur rappelle pour notamment faire un point sur leur pratique et également pour remobiliser leur apprentissage. Et puis c'était aussi important pour eux de se retrouver en groupe et notamment de refaire un point avec l'animatrice Mathilde Gazard qui les avait vus lors du groupe. Donc on s'est dit qu'on allait mettre en place 2 à 3 séances de rappel par an pour les personnes qui avaient déjà pratiqué lors du groupe. Ça marche assez bien, là on en a fait un le 7 décembre et c'est vrai que les patients sont très satisfaits de ces séances de rappel. Les objectifs, donc, c'est d'acquérir les principales techniques de relaxation, d'expérimenter les méthodes hypnotiques de réduction de la douleur. Hop, je vous les passe.
En fait, lors de cet atelier, l'animatrice leur présente plusieurs types de relaxation. Et l'objectif, c'est que le patient en fait, choisisse la méthode qui lui convient et construit sa propre séance de relaxation. Juste, je vous l'ai mis en bas, c'est qu'en fait, donc, c'est un atelier de groupe. Parfois, cette modalité ne convient pas à tous les patients. D'une part, parce que c'est des séances qui ont lieu en fin d'après-midi. Certaines personnes travaillent et ne peuvent pas s'y rendre. D'autre part, parce que le groupe, ça ne correspond pas à tout le monde et certaines personnes préfèrent l'individuel. Donc juste, les personnes à qui on veut, qui souhaitent apprendre des techniques de relaxation, on peut mettre des séances en individuel. Alors, le groupe de méditation pleine conscience, donc celui-là, il est animé par Cécile Cunin-Roy, qui est psychologue clinicienne. Donc, c'est un atelier qui est long. C'est 9 séances de 2h30 parce que c'est vraiment un protocole, le MBSR, qui est protocolisé comme ça. Donc, c'est une par semaine. C'est un atelier qui est programmé en distanciel en 2021-2022. Donc, vous voyez, MBSR, on a un atelier comparé aux 3 de l'apprentissage de la relaxation parce que c'est un atelier qui demande beaucoup d'implication de la part du patient. Alors évidemment, c'est pas obligatoire, mais Cécile quand même insiste pour que les patients prennent conscience que quand on fait du MBSR, ça implique quand même normalement de faire 45 minutes de pratique par jour. Donc c'est quand même un atelier qui demande beaucoup d'implication. Donc quand on est patient, qu'on est douloureux chronique, c'est quand même assez contraignant de faire 45 minutes de méditation par jour. Donc on leur explique l'implication que demande cette pratique. C'est pour ça qu'en fait, on n'a pas tant de patients qui sont inclus en MBSR. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde, le MBSR. Ce qui est différent de l'apprentissage de la relaxation, c'est pour ça qu'en fait, un atelier par an, on arrive à le remplir, mais c'est suffisant pour le moment. Si on avait besoin d'en avoir un autre, on le ferait, mais pour l'instant, en tout cas, on arrive à remplir un atelier. Donc, les objectifs, c'est principalement d'acquérir en fait des techniques pour vivre dans l'instant présent et d'arriver à gérer son stress différemment. Et évidemment, quand on arrive à mieux gérer son stress, c'est plus propice pour la gestion de la douleur chronique. Bon, après, je vous invite à voir les protocoles de MBSR, c'est assez particulier. Alors, Oser bouger, c'est un atelier de groupe de remise en mouvement. Donc les 2 précédents, c'était des apprentissages de techniques de la relaxation. Là, on va rentrer dans des ateliers de remise en mouvement. Donc il est animé par 2 kinés, Valérie François et Stéphanie Marmara. Donc lui, c'est 6 séances d'1h30 une fois par semaine. On en a 2 qui sont programmés. Tous les ateliers de remise en mouvement sont évidemment en présentiel. On n'a pas en distanciel. Ce matin, on en a parlé un petit peu, le fait de remettre du mouvement dans la vie quotidienne, c'est-à-dire pour des gestes simples, par exemple se lever pour attraper quelque chose dans le placard, c'est cet atelier en fait, c'est Oser bouger. Donc c'est vraiment pour bouger au quotidien sans avoir peur de se faire mal et renforcer la musculature profonde. C'est 3 séances animées par Stéphanie et 3 séances animées par Valérie. C'est vraiment un atelier qu'on propose quasiment systématique à tous nos patients, parce que ça leur permet vraiment de remettre du mouvement dans leur vie quotidienne. Alors, expression du mouvement, c'est également un atelier de remise en mouvement, mais qui est différent d'Oser bouger, qui est animé par une kinésithérapeute qui s'appelle Florence Alibran et une psychologue, Irène Zavlaski. Donc, c'est toujours 6 séances d'1h30, une séance par semaine, et c'est toujours en présentiel. Il a lieu dans le 12e et pas dans le 19e, parce qu'il a lieu dans le cabinet Florence Alibran. Mais la particularité d'expression du mouvement, c'est que c'est un travail sur le schéma corporel et la proprioception, parce que du coup, il allie le travail d'une kinésithérapeute et d'une psychologue. C'est des patients qui présentent un degré de kinésiophobie qui est plus important que ceux qu'on va inclure dans Oser bouger. Parfois, certains patients commencent par expression du mouvement et après font Oser bouger. Donc ça, on l'identifie avec eux, et c'est justement à ça que sert la réévaluation après les ateliers et la co-construction du parcours. Et le dernier que je vais vous présenter, il y en a d'autres, mais je ne vais pas tous vous les présenter aujourd'hui. Donc c'est Marche en plein air. Et Marche en plein air, il est animé par une kiné, Delphine Sautel, et Christelle Goldner, qui est psychologue. Et donc lui, on le fait au printemps. Alors parfois, il y en a un à l'automne, mais comme c'est dans le jardin des Tuileries, c'est mieux quand il fait beau. Et donc du coup, c'est un atelier qui permet de redonner goût à la pratique physique et également de favoriser les relations sociales. C'est aussi un atelier assez symbolique parce que c'est un atelier qu'on fait souvent en fin de parcours. Ça permet aux patients de se retrouver, d'aller marcher ensemble. Et on aime bien l'image de cet atelier. C'est aussi 6 séances d'1h30. Ça, c'est assez protocolisé, les 6 séances d'1h30 qu'on fait assez régulièrement. Donc là, je vous ai mis un tableau, comme vous aurez la présentation, qui regroupe assez. Donc,
Voilà, il y a des ateliers dont on ne vous a pas parlé, notamment gestion des médicaments. Mais je ne pouvais pas tous vous les présenter aujourd'hui. Là, je vous ai mis un exemple de parcours. Alors, c'est un parcours, en fait, c'est un enchaînement d'ateliers d'éducation thérapeutique qui est spécifique à une pathologie. Donc là, c'est pour la fibromyalgie. Encore une fois, ça, c'est un exemple. C'est-à-dire que c'est toujours spécifique au patient. On le co-construit avec le patient. Donc, mais c'était juste pour vous montrer à quoi ça pouvait ressembler. Donc, le patient est inclus dans le réseau. Il fait mécanisme de la douleur chronique. Après... Alors souvent, c'est une synergie, c'est-à-dire que là, on a l'impression qu'en fait, il y a une continuité, mais la plupart du temps, il va faire certains ateliers en même temps. Donc, il va probablement faire apprentissage des techniques de la relaxation, donc en individuel ou en groupe, donc selon le patient toujours, mais la réadaptation progressive et continue à l'effort qu'il fera avec un kinésithérapeute en individuel, il le fera en même temps. Donc, les 2 premières étapes sont faites en synergie. Après, on va co-construire avec lui. Et le patient, il va peut-être se dire que... au niveau de ses compétences, ça va, donc on va réévaluer. Il va dire, ok, mais là, je suis prêt à faire du groupe. Et là, on va peut-être lui proposer de faire de la remise en mouvement en groupe. Et là, ça va dépendre de son degré de kinésiophobie. Et on va discuter avec lui, par exemple, est-ce qu'il veut faire expression du mouvement ou est-ce qu'il veut faire oser bouger. Et peut-être qu'il va faire expression du mouvement et après, il va faire oser bouger. Et puis après, peut-être qu'il va se dire, là, ça va mieux, mais j'ai envie d'aller marcher, on va lui proposer marche en plein air. Vous voyez, c'est juste pour vous montrer que c'est vraiment un parcours. Mais c'est un parcours qui va être co-construit avec le patient. Et encore une fois, ça va dépendre du patient. Et ça va dépendre aussi de ce qui va se passer. Parce que c'est jamais linéaire comme ça, en fait. Parce que peut-être que le patient, il va faire mécanisme de la douleur chronique. Il va se dire, moi, j'ai envie de gérer, j'ai envie d'aller mieux. Et puis, à un moment, il va faire apprentissage des techniques de la relaxation. Puis, il va m'appeler, il va me dire, non, en fait, ça marche pas ce que vous me proposez. Et puis, pendant un mois, j'aurai plus de nouvelles de lui. Et puis, il va me rappeler, il va me dire, mais en fait, si, j'ai envie de refaire... Et en fait, on va peut-être repartir un mécanisme de la douleur chronique. Et voilà, c'est jamais en fait aussi linéaire que ça. Alors parfois c'est très linéaire, mais la plupart du temps, en fait, c'est jamais aussi linéaire que ça. Et ça, c'est juste pour vous présenter un peu les perspectives qu'on a pour 2022. Parce que là, les ateliers qu'on vient de vous présenter, c'est des ateliers qui existent depuis longtemps. Donc il y a le parcours Vulvodynie, donc qui sera du coup un parcours et pas un atelier. Qui est porté par un groupe qui s'appelle le groupe des PR pour dyspareunie, qui comprend 3 dermatologues, 4 sexologues, dont 2 psys, 3 kinésithérapeutes et une gynécologue, qui donc du coup sont spécialisés dans les dyspareunies, et qui sera spécialisé pour les patientes atteintes de vestibulodynie provoquée. Donc en ce moment, certaines thérapeutes du coup de ce groupe sont en train de se former à l'éducation thérapeutique avec le réseau. Et donc, on envisage du coup de monter ce parcours début 2022. Ça sera un parcours qui intégrera des ateliers d'éducation thérapeutique qui existent déjà au sein du réseau et des ateliers qui vont être créés par les membres du groupe des PR, notamment des groupes sexo qui du coup n'existent pas au sein du réseau LCD. Ensuite, on a ça c'est en lien avec du coup le projet pédiatrie qui va être créé dans le réseau en 2022. Donc il va y avoir un atelier de groupe d'expression corporelle, ou on peut appeler ça de danse-thérapie, pour les enfants et les ados, qui sera animé par une psychomotricienne qui travaille à Montreuil, qui s'appelle Julia Duvernay, qui est également en train de se former à l'éducation thérapeutique avec le réseau, et du coup qui va lui débuter au printemps 2022. On a également, donc c'est ce que je vous parlais, c'est que nous, l'objectif, c'est vraiment que les ateliers de groupe qui sont principalement situés actuellement plus à Paris, on arrive à en avoir en fait vraiment plus au niveau des départements franciliens. Donc là, on a un atelier de groupe de remise en mouvement qui va avoir lieu dans le département de Seine-et-Marne, donc dans le 77, qui sera animé par Éléonore Piot de Villars, qui est éducateur médico-sportif et patiente partenaire. Donc c'est la première fois qu'on aura un atelier animé par une patiente partenaire. Qui sera du coup début 2022 également. Et enfin, donc on en a parlé de cet atelier qu'on est en train de monter. Donc c'est un atelier qui s'appelle Parler de sa douleur. C'est un atelier en fait qui va avoir pour thème l'expression du vécu de la douleur. C'est un atelier qu'on souhaiterait co-animer par une psychologue et une patiente partenaire en lien avec une association de patients. C'est vraiment un atelier qui nous tient à cœur, qu'on a déjà essayé de
de créer on l'a essayé de le créer avant les confinements successifs on avait failli mettre en place. Et on en avait déjà parlé aux patients et on a déjà énormément de patients en liste d'attente en fait qui sont déjà intéressés par cet atelier parce que c'est vraiment une thématique qui revient souvent, notamment dans Mécanisme de la douleur chronique où en fait c'est le seul atelier où ils sont en groupe et en fait on a un vrai retour avec eux et ils peuvent vraiment parler et c'est à ce moment-là où ils nous font des retours et ils nous disent souvent que c'est quelque chose qui est difficile pour eux. Donc que ça soit de parler de leur douleur au sein de leur entourage proche, dans leur entourage professionnel et avec leurs professionnels de santé, certains professionnels de santé. Donc c'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur et qui du coup nous tient à cœur. Donc c'est un atelier qu'on aimerait bien rapidement organiser.